Est-ce que vous voyez les diapositives de nouveau? Oui. Oui, أنا juste أعملها من diaporama. Mhm. Voilà, c'est fait. Donc voilà, on est arrivé à l'électrocardiogramme et on a dit que, je vous ai dit que sur l'électrocardiogramme, on a un rythme de base qui est régulier sinusal, juste que vous voyez ici qu'il y a un battement avec les mêmes QRS qui sont fins, mais qui est plus proche que l'autre QRS. هذوما هما اللي نسميهم des extrasystoles auriculaires ou bien supraventriculaires, puisque les QRS sont les mêmes. Ce sont toujours des QRS qui sont fins, mais qui peuvent être mal ressentis. Ça va quand même donner une certaine gêne, puisque c'est un battement qui est ectopique, qui n'est pas normal. Donc là, les extrasystoles sont des battements prématurés euh, qui, s'ils surviennent sur un corps qui est sain, ça n'a pas vraiment de grosses conséquences hémodynamiques. Je rappelle qu'il faut toujours avoir un rythme sinusal avec l'on 2P, un PR qui est normal, des QRS qui doivent être fins, puis le segment ST et l'on 2T. C'est un rythme qui provient d'une sinusale, le rythme normal. Parfois, il y a des petits foyers ectopiques au niveau de l'une ou l'autre des oreillettes et qui va donner ce qu'on appelle l'extrasystole supraventriculaire qui peut être mal ressenti par le patient. Bien entendu, si c'est un patient jeune, comme est le cas de notre patient, qui a un examen qui est strictement normal, avec des conditions favorisantes qui déclenchent cette extrasystole-là, il ne faut pas demander d'autres examens. Parfois, si la gêne est très importante, on peut donner un traitement bêta-bloquant avec une demi-vie courte de type avlocardil ou bien le normocardil à la dose d'un demi-comprimé lorsque les situations de stress vont se présenter. Sinon, il n'y a pas une surveillance particulière à faire. Si on a le même électrocardiogramme, mais chez une femme qui est assez âgée, qui a 65 ans, 65 ans, qui est hypertendue, qui a des palpitations qui sont quand même assez fréquentes et récidivantes et qui se présentent pour des accidents vasculaires ischémiques transitoires. Qu'est-ce que vous allez demander de plus? Voilà, est-ce que vous allez juste la surveiller, Wakaha? Échographie. Donc voilà, très bien. Donc là, il faut bien sûr un avis d'un cardiologue spécialiste. Oui, il faut demander l'échographie cardiaque et bien sûr, il faut voir s'il y a des épisodes de troubles de rythme plus soutenus que la seule extrasystole qu'on a détectée à l'électrocardiogramme. Donc, il faut compléter par une échographie cardiaque transthoracique et un holter rythmique. L'holter rythmique ou l'enregistrement du rythme sur 24 heures, parfois on demande même 48 heures. Et donc en demandant l'holter rythmique chez cette dame-là, vous voyez qu'on a enregistré plusieurs épisodes des salves d'extrasystole supraventriculaire avec un rythme qui est irrégulier. Ce sont des petits lambeaux d'arythmie complète de fibrillation auriculaire, ce qui va bien sûr changer la conduite à tenir chez cette patiente-là. L'échographie cardiaque, elle a une oreillette gauche qui est dilatée et une cardiomyopathie hypertensive associée. Donc, on est chez cette dame-là qui a 65 ans, qui est diabétique, hypertendue, avec une cardiomyopathie hypertensive, qui a fait des accidents ischémiques vasculaires cérébraux transitoires, et qui fait une arythmie complète par fibrillation auriculaire à l'holter rythmique de façon paroxystique. Ce qu'il faut faire est qu'il faut l'anticoaguler de façon curative parce qu'elle a un risque thromboembolique quand même qui est assez élevé. On revient au schéma du traitement anticoagulant qui m'a c'est l'héparine avec les antivitamines K en chevauchement pendant 3 jours à 4 jours jusqu'à obtenir un INR dans la fourchette cible entre 2 et 3, puisque ce n'est pas une dame qui a une valvulopathie à haut risque thromboembolique ou qui a une prothèse. Donc, l'INR est entre 2 et 3. Qui m'a chauffé l'embolie pulmonaire, héparine plus AVK.
Ou le traitement anticoagulant, il y a le volet du traitement anti-arythmique. Honia, elle fait des passages en arythmie complète par fibrillation auriculaire qui sont paroxystiques. Donc, on va essayer de, bien sûr, de donner un traitement pour rétablir ou bien avoir une fréquence cardiaque qui est toujours dans la fourchette attendue. Donc, pour les traitements en matière d'arythmie complète, donc, dis-moi deux volets. On a l'anticoagulation ou le traitement anti-arythmique. Est-ce que c'est clair? Madame, Oui. quelles sont les situations اللي باش يخليونا on traite معناتها احنا pour sujet jeune قلنا bêta bloquant pas de surveillance mais pour le sujet âgé كان ما عندوش des facteurs de risque معناتها كانوا juste sujet âgé معناتها ما عندوش AVC ولا حاجة traite ولا on traite pas ولا كيفاه بالضبط. C'est le traitement anticoagulant. Très bonne question, Melka. En fait, le risque chez le sujet, c'est, on va voir, c'est pour les complications thromboemboliques, la fibrillation, ça dépend. Un trouble de rythme. Si c'est une extrasystole isolée, on ne va pas traiter l'extrasystole. Ça n'a pas de risque thromboembolique. Ça n'a pas, elle ne se répète pas pour autant. Parfois, on ne donne aucun traitement. Juste on vérifie s'il n'y a pas de troubles métaboliques associés. Wakaha. Il y a sur un cœur sain, bien sûr. Il y a des troubles métaboliques. Il faut corriger les troubles métaboliques. Si on a une dysthyroïdie, il faut corriger il faut bien sûr corriger le problème thyroïdien. Si on a un patient qui est très gêné, un patient jeune, mais il que j'ai des palpitations récurrentes, je suis très gêné, ça dure trop dans le temps. Il faut compléter par un holter rythmique. Et dès qu'il faut l'holter rythmique, on a un trouble de rythme qui est soutenu, de type fibrillation auriculaire. En état, ça y est, on a le diagnostic d'une fibrillation auriculaire. Il faut évaluer le risque thromboembolique et bien sûr, après, donner un traitement anti-arythmique. Et on va voir comment on va évaluer le risque thromboembolique. Il y en a des scores de risque comme le score de Schatz-Vask, si ce n'est pas une FA valvulaire, bien sûr. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, c'est clair, merci. Ok, donc, voilà, on va passer donc, à un autre cas d'une dame, la même dame qui a 65 ans, qui est hypertendue, qui est diabétique, qui décrit depuis 2 semaines des palpitations, elle n'a pas de dyspnée, pas de douleur thoracique. Et voici son électrocardiogramme, vous voyez, c'est un rythme qui est irrégulier, totalement irrégulier, il n'y a pas d'onde de P, ce sont des petites trémulations de la ligne isoélectrique, et là, c'est une fibrillation auriculaire. Ça explique la symptomatologie de la patiente. Donc là, la fibrillation auriculaire, c'est un rythme qui est causé par des petits foyers au niveau des oreillettes et ça va donner un rythme anarchique. On porte le diagnostic sur l'électrocardiogramme. On doit bien sûr faire tout un bilan pour le patient et bien sûr initier un traitement adapté par un cardiologue. Donc, l'examen, il est normal, mis à part une irrégularité de la fréquence cardiaque. Elle a une numération formule sanguine qui est normale, un bilan métabolique qui est correct, un bilan thyroïdien qui est correct, une créatinine qui est correcte, une radiographie thoracique qui est correcte. Pour la fibrillation auriculaire, dis-moi, la première chose, est-ce qu'il y a une cardiopathie sous-jacente ou non? Si on a une cardiopathie sous-jacente, la cardiopathie valvulaire. Et c'est une fibrillation auriculaire valvulaire, c'est d'emblée un haut risque thromboembolique et il faut mettre le patient sous traitement anticoagulant à dose curative d'emblée. Sinon, on doit évaluer le risque thromboembolique par le score qu'on va voir, le score Schatz-Vask. معناتها ديما يلزمنا échographie cardiaque. نشوفوا كانوا الباتيون عنده rétrécissement mitral serré والا عنده une insuffisance mitrale qui est significative. وقتها نسميوها fibrillation auriculaire valvulaire ولازمنا نحطوا له traitement anticoagulant curatif d'emblée à vie, le Syntran à vie. Sinon, on doit évaluer le risque thromboembolique par le score Schatz-Vask. Si on a une échographie cardiaque même normale, il faut chercher s'il y a des causes extracardiaques
qui ont causé, bien sûr, cette fibrillation auriculaire, par exemple l'hyperthyroïdie, les affections pulmonaires aiguës, l'embolie pulmonaire, les troubles métaboliques de type hypokaliémie, une intoxication éthylique aiguë. Ça peut être parfois idiopathique. Donc, il faut bien sûr vérifier si on a un problème au niveau du cœur, chercher après si on a des causes extracardiaques et bien sûr traiter le patient de façon adaptée. Donc, en dehors d'une mauvaise tolérance hémodynamique, euh, on préfère hospitaliser le patient pour le bilanter. Il faut traiter la cause. S'il y a une cause aiguë, crise hypertensive, hyperthyroïdie, troubles métaboliques, il faut le traiter. Après, il faut aussi traiter le rythme cardiaque. Une fibrillation, c'est généralement rapide. Donc, la fréquence cardiaque, on va essayer de la ralentir. En matière de traitement ralentisseur de la fréquence cardiaque, il y en a les traitements qu'on appelle antiarythmiques. Ce qu'on donne en première intention, c'est le traitement bêta-bloquant. Est-ce que vous connaissez des exemples de traitements bêta-bloquants? Quelques exemples de traitements bêta-bloquants. Nebilet, par exemple. Il y a le Nebivolol, non commercial, Nebilet. Il y a le Carvedilol, il y a le Bisoprolol. Tous des traitements bêta-bloquants cardio-sélectifs. Le patient, il est stable. Juste, il est gêné par la tachycardie qu'il a. Donc, on doit essayer de ralentir la fréquence cardiaque. Et essentiellement, c'est le traitement bêta-bloquant qui m'a dit. Donc, il y en a plusieurs types et on préfère actuellement les bêta-bloquants cardio-sélectifs, bisoprolol, carvedilol ou bien nebivolol. Sinon, il y en a aussi l'aténolol, il y a le métoprolol. Il y a plusieurs traitements bêta-bloqueurs. Pour l'amiodarone, non. L'amiodarone, c'est un traitement qui va réduire la fibrillation auriculaire. Ça va rétablir un rythme sinusal. On ne doit pas le donner en aigu, en matière de fibrillation auriculaire. علاش؟ خاطر في الفibrilation auriculaire, je crois que ça a un risque thromboembolique. Donc, si par malheur, le patient il y a des thrombis au niveau des oreillettes et on le réduit d'emblée, sans vérifier s'il a ou non des thrombis au niveau des oreillettes par l'amiodarone, les thrombis peuvent migrer dans la circulation systémique, dans le cerveau, dans les membres, et ça peut causer un accident vasculaire cérébral ou bien un accident systémique embolique. Donc, initialement, on donne le traitement anticoagulant, on donne après, on ralentit la fréquence cardiaque, sauf si on a un patient qui a une intolérance hémodynamique, voire une prise en charge urgente. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non, madame, je n'ai pas compris. Ok. Donc, voilà. Donc, tu as un malade, j'ai avec un diagnostic de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, Dima a deux volets thérapeutiques. Le traitement anticoagulant ou le traitement antiarythmique. Donc, pour aller à le traitement anticoagulant, la fibrillation auriculaire, ce sont des oreillettes qui sont malades, généralement dilatées, qui ne se contractent pas bien. Donc, ça m'a risque de thrombose intra-oreillette, la formation de thrombie au niveau de l'oreillette. Et qu'aller chez Zemna, on a traitement anticoagulant. C'est le premier volet. On a une fréquence qui est généralement rapide. Donc, le patient il va être gêné par ce rythme-là qui est rapide. Donc, on doit donner un traitement pour ralentir la fréquence cardiaque. Ralentir. On va accepter le trouble de rythme, on va juste ralentir la fréquence cardiaque. Et on donne dans ce cas-là un traitement bêta-bloquant. يتجمعوا انتم تسالوا سؤال تقول علاش ما نرجعلوش le rythme sinusal? Pourquoi on ne rétablit pas le rythme sinusal? Il y a des traitements antiarythmiques qui peuvent nous permettre de rétablir le rythme sinusal. مثلا la cordara, مثلا le choc électrique externe. La cardioversion électrique peut permettre
de rétablir un rythme sinusal. La réduction, on ne doit pas la faire en urgence, sauf si il y a une intolérance hémodynamique. Malade, en état de choc, qui a une insuffisance cardiaque non jugulée. C'est l'état hémodynamique qui prie. علاش ما يلزمناش نعملوا réduction en urgence خاطر احنا ما نعرفوش المريض est-ce qu'il a un problème de thrombie en intra-oreillette ولا لا يلزمنا ديما نبداو نعطيوه traitement anticoagulant de façon efficace نثبتوا فماشي une thrombose intra-auriculaire ou non إذا كان ما عندناش thrombose إذا كانوا il est bien anticoagulé وقتها on peut programmer la réduction et en attendant on doit ralentir le rythme cardiaque. باش ما يقعدش جيني بهيك التاكيكاردي اللي عنده. Est-ce que c'est clair? Madame? Oui. سامحني معناها الريتم كي يرجع سينيزال نورمال فما ريسك انه تصير ميغراسيون دو ترومبوس اي خاطر انت كيف مش تعمل له الريدكسيون وحنا ما نعرفوش عنده ترومبوس ولا لا معناتها راهو réduction on va donner un traitement qui va de façon rapide arrêter la fibrillation. Donc, la contraction auriculaire, elle va être perturbée. إذا كان عنده thrombus, la قدر الله, il peut migrer dans la circulation systémique et causer un accident embolique systémique. هيك علاش لازمنا نثبتوا قبل ما نعملوا الريدكسيون. نثبتوا شو معناتها نثبتوا؟ معناتها سواء نعملوا ETO échographie transœsophagienne باش نشوفوا les oreillettes est-ce que فيهم thrombus ولا لا وإلا نعطيوه un traitement anticoagulant pour une durée de 3 semaines avec un INR entre 2 et 3 باش حتى كان فما des thrombis راهو on a agi sur la thrombose intra-auriculaire وقتها نجمو نعملوا الريدكسيون sans risque. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. Et en attendant, bien sûr, il faut ralentir le rythme cardiaque par un traitement, généralement des bêta-bloquants. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc, ديما من الأول وقت اللي تبدا عندنا fibrillation auriculaire باش نعطيو traitement anticoagulant à dose curative et on doit ralentir le rythme en attendant de bilanter le patient, de vérifier ce qu'il a de sous-jacent pour après programmer la conduite ultérieure. Donc, en matière de spécialistes en cardiologie, on doit chercher l'étiologie, l'échographie cardiaque doit être faite, on doit décider après est-ce qu'on va continuer ou non le traitement anticoagulant et est-ce qu'on va après réduire ou non la fibrillation auriculaire. سألتني صاحبتكم الساعة قالت لي est-ce qu'on va anticoaguler en long cours toute fibrillation auriculaire ou non. هنا ثم un score de risque. أول حاجة نثبتوا كما قلت لكم si c'est une fibrillation auriculaire valvulaire معناتها عنده rétrécissement mitral serré وإلا une insuffisance mitrale qui est significative وقتها quel que soit le risque thromboembolique il est majeur et il faut anticoaguler de façon curative le patient à vie. Sinon إذا كان ما عندوش valvulopathie يلزمنا نحسبوا الريسك نتاعو thromboembolique. Est-ce qu'il a une insuffisance cardiaque? Est-ce qu'il a une hypertension artérielle? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il est diabétique? Est-ce qu'il a fait avant un accident vasculaire cérébral? Est-ce qu'il a une maladie vasculaire associée et le sexe féminin? Et donc, ça augmente le risque thromboembolique. إذا كان عندنا un risque au-delà, un score au-delà de 2, on doit donner un traitement anticoagulant qui doit être donné au long cours, à vie. إذا كان معنا حتى facteur de risque thromboembolique, وقتها on ne donne pas de traitement anticoagulant. Pour le traitement anticoagulant, c'est le schéma que j'ai expliqué tout à l'heure, chevauchement héparine centrant, وإلا إذا كان fibrillation كما قلنا non valvulaire, نجمو نعطيو les traitements anticoagulants oraux directs اللي شفناهم الساعة. D'autre part, il faut toujours aussi évaluer le risque hémorragique. ديما كيف مش نعطيو traitement anticoagulant, يلزمنا نحسبوا score hémorragique et en matière de fibrillation auriculaire, c'est le score ASBLED. Est-ce que le patient est hypertendu? Est-ce qu'il est âgé? Est-ce qu'il a un INR labile? Est-ce qu'il a fait avant un AVC? Est-ce qu'il a fait un saignement? Est-ce qu'il a une insuffisance hépatique ou bien rénale? Est-ce qu'il prend de l'alcool ou bien il est polymédiqué?
Donc là, ce sont les facteurs de risque hémorragique. En matière de traitement anticoagulant. Est-ce que c'est clair? Madame, لازم نعرفوا نعملوا les scores. Il faut connaître qu'il y a des scores de risque d'évaluation du risque thromboembolique et du risque hémorragique. Juste, تعرفوا باللي ثم des scores de risque. C'est important de connaître ça. Si on a un patient qui est âgé, qui est hypertendu, qui a fait un AVC, qui a le cas clinique et les comme ça, c'est un patient à haut risque thromboembolique. Il faut l'anticoaguler au long cours. Est-ce que c'est clair? Madame, يعني نحن كي باش نعطيو تريتمون انتيكواغولون ما نعطيوه كان ما نعملوا لو ريسك ترومبوامبوليك يعني مش نحطوه من بعد اون ايفاليو لو ريسك ومن بعد لا نحطوه ديما في الاول نخليوه نحطوه la première semaine les 2 premières semaines on donne un traitement anticoagulant. Après il faut évaluer le risque thromboembolique pour décider si oui ou non on va prolonger continuer le traitement anticoagulant. Donc, si inférieur à 2, on arrête. Si on a un score à 0, Schatzbask 2 à 0, oui, on arrête le traitement. D'accord, merci. سامحني مدام إذا كان السكور supérieur égal à 2 نعطيو traitement à vie. إذا كان inférieur à 2 ما نعطيوش traitement. Si on a un score qui est égal à 1, on préfère aussi donner le traitement anticoagulant. Sauf si on a un score à 0, tu n'as pas de traitement anticoagulant. D'accord, merci. Donc, après, le deuxième volet en fibrillation auriculaire, c'est le contrôle de rythme. Donc, à la phase initiale, il faut ralentir la fréquence, sauf si on a un patient qui est instable sur le plan hémodynamique. Là, il faut bien sûr rétablir un rythme sinusal d'emblée, et c'est le choc électrique externe qu'on est amené à faire en urgence. Sinon, il faut anticoaguler le patient, vérifier la vacuité des thrombes intra-auriculaires et puis programmer, si on veut contrôler le rythme, la réduction. Ce qu'on a de disponible, c'est l'amiodarone. On peut donner des doses de charge soit par voie orale, soit par voie intraveineuse. Et puis, bien sûr, donner le traitement de maintien, soit l'amiodarone, soit la flécaïne, si on a un cœur qui est sain. En sous-jacent, il n'y a pas de cardiomyopathie associée. Donc après, bien sûr, il faut assurer un suivi du patient avec une surveillance régulière, clinique et aussi biologique, un INR qui doit être fait de façon régulière tous les mois, puisqu'on a vu qu'il y a toujours le risque d'interaction médicamenteuse et alimentaire avec l'INR. Et bien sûr, il faut vérifier l'électrocardiogramme, la fréquence cardiaque, et si on a ou non des effets secondaires des antiarythmiques. Donc, chez notre patiente, on l'a mise sous antivitamine K, sous bêta-bloquant initialement, et puis après 3 à 4 semaines d'anticoagulation efficace, on a vérifié par l'échographie transœsophagienne, il n'y a pas de thrombus intra-auriculaire. La patiente a été réduite par choc électrique externe, et puis on l'a mise sous cordarone à 200 mg par jour, et flécaïne pour maintenir le rythme sinusal. Elle a fait un suivi elle n'était pas bien observante de son suivi. Elle est revenue après quelques années avec une dyspnée, elle dit, d'aggravation progressive, avec une notion d'amaigrissement et de nervosité. Qu'est-ce que vous pensez à quoi? Elle est sous cordarone, sous flécaïne, et elle est anticoagulée par les antivitamines K. Hyperthyroïdie. Très bien. Les effets indésirables de la cordarone. Donc là, l'échographie cardiaque, elle était normale. Au scanner thoracique, on a mis en évidence une fibrose pulmonaire. Et vous voyez qu'en faisant le bilan thyroïdien, il y avait une TSH qui est effondrée. Et qui dit fibrose pulmonaire et perturbation du bilan thyroïdien, c'est oui les effets indésirables de la cordarone. Donc, il faut faire attention essentiellement aux effets indésirables de la cordarone.
Elle peut donner des perturbations du bilan thyroïdien, une atteinte pulmonaire de type fibrose, des perturbations aussi du bilan hépatique. Donc, il faut assurer une surveillance régulière pour les patients mis sous traitement antiarythmique de type cordarone. Donc, au total, devant une fibrillation auriculaire, il y a deux volets. Le volet anticoagulation, à la phase initiale, c'est obligatoire. Après, on évalue le risque thromboembolique et le risque hémorragique pour prolonger ou non le traitement anticoagulant de façon curative. Il faut après vérifier le problème rythmique et il y en a deux choix. Ralentir la fréquence ventriculaire avec le traitement bêta-bloquant essentiellement ou bien réduire. Initialement, si c'est une fibrillation bien tolérée sur le plan hémodynamique, il faut ralentir la fréquence cardiaque avec les bêta-bloquants. Après, il faut compléter le bilan pour se décider, oui ou non, on va réduire ou bien juste on doit accepter la fibrillation et continuer le traitement bêta-bloquant. Si c'est un patient qui est instable sur le plan hémodynamique, là, il faut directement réduire et c'est le choc électrique externe. Pour la réduction médicamenteuse, c'est le traitement par la cordarone ou bien l'amiodarone, mais attention aux effets indésirables de la cordarone, la dysthyroïdie, la fibrose pulmonaire, les perturbations hépatiques. Il faut toujours surveiller le patient et faire attention. Et bien sûr, il faut aussi éviter l'association de deux antiarythmiques parce que ça peut donner des bradycardies extrêmes, des blocs auriculo-ventriculaires, un allongement du QT qui peuvent donner des perturbations chez les patients. Donc, plusieurs antiarythmiques, vous voyez, la liste est longue. On a vu les bêta-bloquants qui sont des antiarythmiques de classe 2. La flécaïne, c'est la classe 1 et la cordarone, c'est la classe 3. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux antiarythmiques en matière de fibrillation auriculaire? Madame, Oui. oui, سامحني ليش بترجع على الديابو au total اللي كا devant une fibrillation. مادام ما فهمتش كيفاش قلنا إذا كان فما ديسفونكسيون دو في جي كونو نعمل ديجيتاليك. Non, c'est pas la dysfonction ventriculaire. Si c'est une dysfonction VG qui est sévère, il y a un patient qui ne tolère pas les bêta-bloquants, on peut donner un traitement digitalique. Mais actuellement, avec les bêta-bloquants qui m'ont comme cardiosélectifs de nouvelle génération, même en cas d'insuffisance cardiaque, les bêta-bloquants, c'est le traitement de choix pour l'insuffisance cardiaque, hein. Sauf si c'est mal toléré. Initialement, on peut donner des petites doses de digitalique, de digoxine pour ralentir le patient. On va introduire petit à petit les bêta-bloquants. Le traitement de choix, quel que soit, c'est le traitement bêta-bloquant, cardiosélectif. Avec le bêta-bloquant, sauf si le patient il ne l'a pas toléré. Il est insuffisant cardiaque avec une petite tension, il est très rapide. On peut commencer par les digitaliques, mais après, on va introduire les bêta-bloquants. C'est un traitement de choix, les bêta-bloquants en matière d'insuffisance cardiaque. Tout de suite, tu vois, il faut à l'insuffisance cardiaque. D'accord. Merci. Donc, on va passer à un autre problème rythmique. Et là, c'est un problème. Là, il y a une question dans le chat. Est-ce que le choc électrique externe est fait d'emblée si on a un patient qui est instable hémodynamiquement? Oui, si on a un patient qui vient avec une fibrillation auriculaire qui est mal tolérée, il est en état de choc, on n'a pas le temps de donner un ralentisseur de la fréquence cardiaque et tout. Donc, on va l'anticoaguler par un bolus d'héparine et on va choquer le patient pour essayer de restaurer la fonction auriculaire normale, la systole auriculaire normale, pour améliorer l'état hémodynamique. C'est une urgence. Si on a un patient instable, là, c'est une urgence. Il faut d'emblée intervenir. Donc, on a vu qu'on peut donner plusieurs types d'antiarythmiques et on a vu qu'il y a des effets indésirables aux antiarythmiques.
dans la bradycardie, les troubles conductifs, les effets extracardiaques, comme on a vu avec la cordarone. Mais aussi, il faut savoir que tous les antiarythmiques qu'on a vus tout à l'heure, essentiellement la cordarone, les antiarythmiques de classe 3, la classe 1 aussi, ils peuvent donner des perturbations au niveau de l'électrocardiogramme, comme un allongement de l'espace QT à l'électrocardiogramme, ce qui peut causer un trouble de rythme ventriculaire qu'on appelle la torsade de pointe. La torsade de pointe, elle est définie par une tachycardie ventriculaire qui est associée à un allongement de l'intervalle QT qu'on calcule sur l'électrocardiogramme. Un QT allongé est défini par un QT corrigé. Donc, on calcule le QT des débuts des QRS jusqu'à la fin de l'onde de T. C'est toute l'activité ventriculaire et on le corrige par rapport à la racine carrée de RR. Si on a un QT corrigé au-delà de 460 millisecondes chez la femme, on parle de QT allongé. Au-delà de 440 millisecondes chez l'homme, c'est aussi un QT allongé. Là, c'est un problème, le QT allongé, c'est un problème de la pompe Na+K+, qui va retarder la repolarisation des cellules myocardiques et qui va causer des perturbations au niveau de la repolarisation cardiaque qui peut donner ce trouble-là de rythme ventriculaire. Il y a un risque très augmenté de torsade de pointe si on a un QT corrigé au-delà de 500 millisecondes et s'il y en a plusieurs facteurs qui favorisent l'allongement de QT, dont les traitements antiarythmiques. Il y a une liste longue aussi de traitements, l'hypokaliémie aussi, la prédisposition génétique, le sexe féminin, la cardiomyopathie avec une ischémie parfois patente, ça peut aussi augmenter le risque d'allongement du QT et le risque de torsade de pointe. Alors, quels sont les médicaments antiarythmiques qui allongent le QT? Il y a les antiarythmiques de classe 1A, qui m'a les quinidines, les antiarythmiques de classe 3, qui m'a l'amiodarone, le sotalol aussi. Et il y en a des antibiotiques, qui m'a la clarithromycine, l'érythromycine, l'amphotéricine B, le lévofloxacine. Tous ces médicaments-là peuvent allonger le QT. Les antiviraux, des antiémétiques comme la dampéridone, l'ondansetron, l'ivabradine aussi, ça peut allonger le QT et la liste est longue, ça m'a des psychotropes et aussi les médicaments hypokaliémants, l'hypokaliémie, elle allonge le QT. Par exemple, les laxatifs, les diurétiques thiazidiques, qui m'a l'indapamide, voilà, l'hydrochlorothiazide, ils donnent une hypokaliémie et ça peut allonger le QT. On y a dit chez les patients, il faut vérifier s'il y a une association de médicaments qui allongent le QT, qui vont augmenter le risque de torsade de pointe. C'est pour cela qu'il faut les surveiller, qu'il faut éviter les associations et surveiller l'électrocardiogramme, calculer le QT corrigé. Donc, il faut toujours faire attention et on va voir à travers le cas clinique d'une patiente âgée de 53 ans qui a pris par automédication la clarithromycine à la dose de 500 mg x 2 par jour pendant 10 jours. Elle est par ailleurs hypertendue, elle prend l'indapamide qui est un diurétique thiazidique qui peut causer une hypokaliémie. Il prend aussi l'amlodipine comme traitement antihypertenseur, qui a une fibrillation auriculaire qui est anticoagulée par le Syntron, mais qui prend aussi le sotalol. Et le sotalol, c'est un antiarythmique de classe 3 qui allonge aussi le QT. Et aussi, elle est traitée pour des troubles psychotiques par la risperidone 2 mg 2 fois par jour. Donc là, elle consulte en urgence pour des palpitations récentes. Elle n'a pas dyspnée, pas de douleur thoracique. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Qu'est-ce que vous allez faire en urgence? ECG. Un électrocardiogramme, très bien. Et on voici son électrocardiogramme. Donc là, vous voyez le rythme, il est régulier, sinusal. On a un PR qui est normal, des QRS qui sont fins. Et après, vous voyez, le segment ST, il est normal. On a des ondes de T qui sont négatives
en antérieur et on va dire en septal profond. Mais vous voyez que l'espace entre les QRS et la fin des ondes de T, il est quand même très prolongé. Il est très allongé. Si on calcule le QT, c'est un QT corrigé qui est au-delà de 500, largement au-delà de 500. Qui fait qu'on calcule le QT, qui m'a dit comme le début des QRS jusqu'à la fin de l'onde de T. Et après, on le corrige par rapport à la racine carrée de RR. C'est la formule de Bazet. Et si on a un QT au-delà de 460 chez la femme, c'est un QT qui est allongé. Donc, est-ce que vous allez vous arrêter là ou bien vous allez demander d'autres explorations? Donc, elle a des palpitations, un QT qui est allongé. Elle se plaint de palpitations. Elle prend plusieurs traitements en association anti-arythmique. Elle a pris des antibiotiques, des psychotropes. Elle prend un diurétique thiazidique, like l'indapamide. Ionogramme. Très bien. Donc, on fait l'ionogramme. On a une kaliémie, une hypokaliémie à 3,4. Très bien. On a vérifié la kaliémie. Voilà. Et en surveillant la patiente, en attendant son bilan biologique, vous voyez, elle présente ce trouble de rythme-là dont on a parlé. C'est une tachycardie ventriculaire des QRS larges avec un aspect qui est irrégulier, des QRS différents l'un de l'autre. C'est la torsade de pointe. Donc là, il faut bien stratifier le risque chez ces patients-là. Donc la patiente, elle prend une association thérapeutique. Le sotalol, un neuroleptique, elle a pris la clarithromycine et elle prend aussi un diurétique thiazidique-like, l'indapamide. Elle a une hypokaliémie avec un QT qui est allongé. Et là, le risque, c'est la torsade de pointe, comme on l'a vu. Donc, le sexe féminin, c'est une prédisposition aussi génétique. Donc, il faut toujours faire très, très attention chez les sujets d'un certain âge qui sont polymédiqués, au risque d'interaction médicamenteuse, au risque de troubles de rythme ventriculaire de type torsade de pointe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque le patient a une torsade de pointe? C'est une urgence. Il faut bien sûr essayer d'arrêter tous les traitements qui allongent le QT. Il faut corriger la kaliémie. Et si il fait la torsade devant nous, il faut donner un coup de poing sternal. Si c'est très mal toléré, parfois on est même amené à choquer le patient. Après, bien sûr, il faut corriger le QT en urgence pour éviter les récidives de ce trouble-là de rythme ventriculaire. Est-ce que vous avez des questions? Madame, Oui. pour le premier cas, où il y a un traitement anticoagulant ou antiarythmique, mais je n'ai pas bien saisi la durée de traitement. Quand on a équipe de valvulaire à vie ou qu'il y a une dysfonction valvulaire, قديش نعطيو معناها؟ لا شوف اذا كان انت ديما كما قلت لكم راه في الفيبريلاسيون ريغولير انت جاك المريضه والمراه ما تعرفوش مش تعمل مش تعطيه تريتمون انتي كواغولون خاطر ثما ريسك ترومبو امبوليك هكا ولا كون فا ايفالوي بتيت ا بتي باهي اذا كان من بعد انت عطيت تريتمون انتي كواغولون بعد بديت ليفالواسيون لوش تعمل له ايكوغرافي كاردياك نثبتوا البيلان كان لقينا فالفولوباتي سي ان تري او ريسك دومبلي ترومبو-embolique دونك باش نحطوا anticoagulant vie. إذا كان ما لقيناش فالفولوباتي لازمنا نحسبوا الريسك ترومبو-embolique بسكور اللي هو سكور شادز باسك اللي وريته لكم اللي فيه لاج le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, s'il avait fait avant un accident vasculaire cérébral. نحسبوه إذا كان نلقاو الشادز باسك نتاعو élevé وقتها كيف c'est un traitement anticoagulant à vie. إذا كان le Shadz basque il est zéro, c'est un sujet jeune, il a 30 ans, il n'a aucun facteur de risque associé, on peut le surveiller sans traitement anticoagulant. واضحة؟ Oui. Est-ce que c'est clair? Madame, il y a un score supérieur à 1 ou supérieur à 2, c'est à vie. Ah, c'est à vie.
Alors, c'est quoi l'utilité de classer supérieur 1 et supérieur 2? Le niveau de recommandation, si c'est un score supérieur ou égal à 2, les recommandations, on a des recommandations l'une plus forte que l'autre. Donc, le supérieur ou égal à 2, c'est une recommandation impérative, forte. Et dès qu'on égal à 1, les scores au 1, c'est une recommandation oui, c'est préconisé, mais avec un ordre qui est moindre que le score supérieur ou égal à 2. D'accord, merci. Et madame, pour l'utilité du coup du poing, je n'ai pas vraiment compris. L'utilité de Coup du poing, fait la torsade. c'est pour essayer d'arrêter le trouble de rythme en attendant de choquer le patient. C'est un geste qu'on fait en urgence pour essayer d'arrêter le trouble de rythme paroxystique qu'on a. D'accord, Et bien merci. sûr, il faut donner du potassium, du magnésium en urgence et après, bien sûr, chercher l'étiologie et la prendre en charge correctement. Est-ce que vous avez d'autres questions? madame, Oui. إذا كان هو sujet jeune وما عندوش des facteurs de risque معناها هو انتي كواغولون على الاول والبيتا بلوكون بعد نعطيو تريتمون انتي اريتميك بعد جوست سيرفيونس حتى شيء ما نعطيو من بعد. Ah, bien sûr. معناتها sur le plan risque thromboembolique راهو ما عندوش risque thromboembolique donc وقتها باش نوقفوا السنترون ماناش باش نخليو له traitement anticoagulant زايد ما عندوش risque thromboembolique c'est un risque nul. فهمتك معناها الكوندويت ا تونير انيسيال كل كو سوا لو سوجي معناها عنده فاكتور دو ريسك ولا اجي ولا هي لا ميم. اي بيان سور خاطر انت ما تعرفش عنده انت ما تعرفش عنده برك يطلع عنده فالفولوباتي. D'accord. Merci. Madame Barbi, sinon les médicaments, les hommes n'avons الكل. Quelques exemples, il faut connaître quelques exemples de médicaments. شو تقولون عليهم بربي عايشك مدام خاطر. Bon, هيك les avicats on عارفهم, c'est bon, لازمكم تعرفوهم. Sinon, pour les bêta-bloquants, il faut connaître au moins un exemple de bêta-bloquant cardio-sélectif. Tu as aussi d'autres choufons fait traitement de l'insuffisance cardiaque. Il faut connaître un traitement arythmique pour la réduction. اللي هو la cordara, مثلا. تعرفوا الزبدة بالسوتالول, c'est un traitement anti-arythmique qui allonge le QT. La flécaïne aussi, c'est un traitement anti-arythmique qu'on peut donner pour maintenir un rythme sinusal si on a un cœur qui est sain. Ben, fait les traitements qui allongent le QT, il faut connaître certains exemples de psychotropes. مثلا في vignette clinique, un patient qui est suivi en psychiatrie sous traitement. Donc, déjà, تبدا تفهم بلي راه التريتمون هذاك اللي ياخذ فيه c'est probablement un traitement qui allonge le QT. Les traitements anti-émétiques, les antibiotiques مثلا نجيك malade كما وريتكم ياخذ فيك l'erythromycine. Donc لازمك تعرف بلي هو il allonge le QT. Est-ce que c'est clair? Oui madame. Madame بربي les diurétiques بخلاف الدوبامين شنو ياخذ؟ Les diurétiques thiazidiques خاطر يعملوا hypokaliémie يجموا يعطيو allongement du QT. فما زاد اي حاجه تعطي hypokaliémie elle peut allonger le QT. حتى les diurétiques thiazidiques حتى les diurétiques de Lens ça donne une hypokaliémie donc ça peut aussi allonger le QT. Mais les diurétiques thiazidiques أكثر. D'accord. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? مدام سامحني مرة أخرى أنا مدام هذاك اللي قلت لنا بور ايفالوي لو ريسك ايموراجيك لازم نعرفوه ولا مش لازم؟ Le score Asbled, il faut connaître beaucoup plus le risque thromboembolique et qu'il faut aussi vérifier si on a un sur-risque hémorragique. معناها juste نعرفوا اللي احنا il faut évaluer le risque hémorragique. Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Madame? Oui. Pour un patient instable, قلنا نعملوا le choc d'emblée بعد le traitement anticoagulant. إذا كان شو patient راهو instable hémodynamiquement, c'est une urgence extrême. معناتها راهو en état de choc. وقتها أنت tu vas sauver la vie du patient. Donc c'est le choc électrique. ما عندكش حتى حل آخر.
نعطيهم généralement un bolus d'héparine on a le choc en urgence le malade il va mourir si on ne fait pas on fait pas le choc électrique. Bien sûr, on va dès que je traite le traitement anticoagulant ou traitement antiarythmique. Mais c'est une urgence, le choc électrique externe. Est-ce que c'est clair? Donc, ça m'a une autre question qui a été posée dans le chat pour l'amiodarone. La question qui a été posée, pourquoi l'amiodarone, c'est un traitement qui ne ralentit pas le rythme? L'amiodarone, c'est un traitement qu'on donne pour